Alors pour ce nouvel épisode, j'avais très envie de recevoir celui qu'on aimerait tous avoir comme gris-gris dans sa poche quand physiquement tout fout le camp. Il prend soin de notre corps, donc fatalement de notre mental. C'est simple, quand il rentre dans une pièce, tu te sens déjà mieux. Donc autant vous dire que je suis déjà au max de passer la prochaine heure avec lui. Mesdames et messieurs, le plus passionnant et passionné des kinés. Bonjour Major Mouvement. Oh, salut Laurie, ça va? Ah, Ce que les gens savent pas, c'est que je peux vraiment rentrer dans ta poche en plus. En mais termes oui, de taille, de volume de taille, je on se rentre. mettra pas debout. Non, on se Oula, il mettra en pas perd j'en déjà ses perds déjà mes bretelles. bretelles. Ça part en Je cacahuète suis déjà. tellement content d'être là, Laurie. C'est vrai? Je fais un compliment et je te le fais. Et je te l'ai déjà dit en vrai, mais je voudrais que tout le monde le sache. Je crois que ton podcast, c'est le seul podcast français où j'ai écouté tous les épisodes. Waouh. En fait, tu m'embarques. Oh là là. Et je suis content d'être là. Ok, t'as tiré la première flèche. À mon tour de tirer les suivantes. Est-ce que tu te sens bien déjà? Tu sais qu'on est, voilà, dans ces poufs, on peut se mettre à l'aise. Il y en a qui se mettent en chaussettes. Apparemment, on se confie davantage quand on est en Moi, chaussettes. j'enlèverais bien les chaussettes. Allez. Je vais garder les bretelles pour que les gens m'identifient. Ouais. Mais En peut-être. tout cas, elles ont peut-être envie de Elles se sont barrer déjà là. sautées. Mais j'adore être assis en tailleur. Et en plus, c'est hyper bon pour les hanches. Ah ben, ok, je vais faire pareil. D'accord, on se met à l'aise. On se met à l'aise ensemble. Est-ce qu'on Boum. a déjà médité ensemble? Jamais on a médité ensemble. Non, on n'a jamais médité. On a surfé on n'a pas surfé On n'a ensemble. pas surfé ensemble. Là, je t'ai fait une petite présentation. Mhm. Est-ce que tu sais comment les gens te présentent, te résument de manière générale quand ils ne connaissent pas, genre ah tiens regarde c'est Greg. Ouais. Je crois que les gens mettent plusieurs étiquettes sur moi et ça me va. L'étiquette qui revient le plus souvent, c'est c'est le kiné qui fait des vidéos sur YouTube. Parfois, les gens disent c'est l'ostéo de YouTube, alors que je ne suis pas ostéo. Parfois, les gens ont vu mes bouquins, parfois ils m'ont vu à la télé, parfois ils m'ont vu sur Instagram, parfois c'est des patients à moi. Donc, j'ai toutes ces étiquettes-là. Et en ce moment, dans ma vie, je crois que celle que je préfère, c'est celle quand je suis sans étiquette et juste avec mes enfants. Je crois aujourd'hui, c'est de loin ce qui m'épanouit le plus. L'étiquette de papa. Ouais. Mais t'es à l'aise avec ce mot étiquette? Parce qu'on aime bien nous faire rentrer dans des cases. En fait, j'adore ta question parce que pendant longtemps, ça me posait problème parce que j'aimais pas, en effet, qu'on me mette dans une case. Et je crois que maintenant, j'assume beaucoup plus le fait que ça ne m'appartient pas et que les gens peuvent me mettre l'étiquette qu'ils veulent, qu'elle peut être positive comme négative. En fait, aucune étiquette qu'on pourrait me poser ne m'appartient. Et que si, parfois, ça m'ouvre des portes, tant mieux. Si parfois, ça m'enferme, tant pis. Comment t'aimerais qu'on te présente, toi? C'est difficile comme question. Je crois que c'est pour ça que j'ai bien aimé dans ta présentation. Je crois que je laisserai un peu à chacun. Et si on devait le résumer, je crois que j'aimerais juste comme kiné, mais d'une version un peu moderne du kiné. Ça va au-delà de ça maintenant, ton Ouais. rôle de kiné, tu es conférencier, enfin, il y a Ouais. Et auteur. c'est en ce sens où je parle de moderne, c'est que la kiné, quand on en parle, en vrai de vrai, les gens disent ça va être un peu chiant comme sujet. Et en fait, aujourd'hui, avec la compréhension des neurosciences, waouh, c'est fascinant parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir un diplôme qui m'ouvre énormément de portes. Et en parlant de neurosciences, on va parler aujourd'hui, et c'est pour ça que j'avais très envie de te recevoir, du lien ou pas qu'il y a entre les douleurs physiques et les émotions. Mais avant ça, j'aimerais qu'on déroule un peu le fil de ta vie à travers les moments marquants de ton existence, les émotions que tu as pu traverser aussi pour en arriver là et être assis dans ce pouf face à moi aujourd'hui. Est-ce que ça te va comme Ça me va très programme? bien. Et je vais faire une confidence aux gens, je ne sais pas si tu le garderas au montage. Moi, toi et moi, on est amis, on a vécu certaines choses ensemble, et je me sens vraiment en confiance, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire des trucs que j'ai pas l'habitude de dire, parce que j'ai envie de te les dire à toi, parce que je sais que ta communauté est hyper cool. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous suivent, tous les deux, Mutuellement. et qui sont contents quand toi et moi, on se rencontre. Et je me dis, peut-être que ça va leur permettre de mieux me connaître, de mieux me comprendre. Moi, je crois qu'on ne te connaît pas comme moi je te connais déjà, mais personnellement, je veux dire, on connaît toutes tes facettes, mais la facette plus personnelle, je pense qu'elle est importante elle est importante, et voilà, c'est le sujet du jour. Raconte-moi déjà, je peux t'appeler Greg? Oui. Ok. Tu peux Alors, m'appeler Patrice aussi. Greg, private ça va. joke. Raconte-moi déjà qui était le petit Greg avant de devenir Major Mouvement. Greg, je pense que c'était un gamin qui était dorloté dans sa propre imagination. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, où j'ai toujours aimé me raconter des histoires aux autres et vivre intensément. Et j'ai mis des années à comprendre d'où ça venait. Ce que j'ai jamais dit, c'est qu'en fait, mon père, il a eu un gros accident de voiture quand j'avais 2 ans. Il est
rester handicapé toute sa vie, encore aujourd'hui il l'est. Et de ça, en fait, c'était pas facile. Mmh. Parce que j'ai grandi avec un père qui était un peu cassé. Et du coup, je pense que cette imagination, elle est née pour retrouver une sécurité. Euh, et aujourd'hui, adulte, c'est encore quelque chose que j'ai. En fait, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je me raconte une autre histoire dans laquelle je suis mieux. Pour te rassurer? Ouais, parce que c'est plus confortable, parce que je me dis que c'est possible autrement, parce que je me dis que c'est pas parce que c'est pas comme ça devrait être qu'il faut que ce soit comme c'est. Mmh. Et, et du coup, gamin de ça, euh, j'oscillais toujours entre une très grande joie de vivre et en même temps ce côté un peu triste, quoi. Un peu vulnérable sur certaines choses. Et plus le fait que j'étais pas très très grand faisait que ouais, les gens n'ont pas toujours été très tendres avec moi. Et de ça, j'avais un peu l'impression d'avoir la double peine, tu sais. Genre, putain, en plus, déjà, mon père, il est Mmh. foutu en deux. Mais en plus de ça, vous vous foutez de ma gueule parce que sur les deux trucs, j'y peux rien. C'était pas très drôle. Et est-ce que tu penses que la transformation, est-ce que tu avais une revanche à prendre à un Je moment pense que donné? ouais. Je pense que ouais. Et je dirais pas le mot revanche parce qu'à côté de ça, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amour autour de moi. De mon frère, de ma grand-mère, de mes oncles, de mes tantes, de ma mère. euh, et de mon père aussi. Ton papa, il est où là? Il est vivant, OK. mais il a donc 30 ans de plus que moi. Il a 67. Mais quand tu le vois, on dirait un monsieur de 90 ans. Ça fait 10 ans que vraiment il a plus sa tête. Il connaît pas le prénom de mes enfants. Je te donne un exemple, tu vois, mais qui est quand même assez dur. C'est que on s'est séparés avec mon ex-femme. Ça va faire 1 an et demi. Et j'ai eu mon père la semaine dernière au téléphone. Il me demande comment elle va. Et je dis, tu sais, papa, on est séparés, quoi. Donc il y a des liens quand même, il y a des connexions Il y a des qui connexions, fonctionnent encore. mais il percute pas, en fait. Mmh. Et le truc, c'est que quand il va décider de m'appeler avec ses problèmes de mémoire, il va m'appeler 6 fois dans la journée. Donc 6 fois dans la journée, j'ai mon père qui me Mmh. demande, tu vois, genre des trucs qui sont passés. Donc, Et là, tout à l'heure, tu as eu ta maman au téléphone ouais, qui t'a appelé. ouais, C'est fou, elle t'a appelé ouais, juste avant ce ouais. podcast. Et Et ta relation avec ta maman? ça se passe bien. Ouais, Ouais, elle est là. super. Voilà. On a une relation, non, ça se passe bien. Et à contrario, toi, ton rôle de papa, Ouais. quel est ton rapport à la Et paternité? c'est pour ça, je pense que je te dis qu'aujourd'hui, c'est l'étiquette qui me convient le mieux. C'est que euh, arrivé adulte, le fait d'avoir eu des enfants, d'avoir reconstruit ce que j'avais moi à reconstruire, cette fameuse non-revanche, qui n'en était pas une, mais juste en gros, ok, qu'est-ce que je peux apporter au monde? On m'a donné de l'amour dans des conditions qui n'étaient pas forcément évidentes. Qu'est-ce que je peux redonner? Comment je peux me construire là-dedans? Et ça a pris des années. Mon métier m'a énormément aidé grâce à ça. À la fois parce que j'avais mes patients, parce que j'ai réussi à trouver un moyen de raconter ce que j'avais à raconter et d'aider les gens. Et donc, du coup, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça m'a permis de me construire. Et aujourd'hui, j'en reviens vraiment à ça. Et c'est quelque chose, toi et moi, qui nous anime beaucoup, c'est Oui. revenir aux choses simples, en fait. Et, et aujourd'hui, c'est ce dans quoi je me retrouve le plus, c'est dans ce rôle de père-là. Et qu'est-ce que tu aurais dit au petit Greg de 6 ans, si tu pouvais lui parler? Ça va bien se passer. Fais-toi confiance. T'es différent, c'est pas facile, mais t'es en train de te construire. Et juste, je pensais que j'étais construit à 24 ans. Ah oui? Ouais, C'est tôt, 24 ans. ouais. Je pensais me construire en arrivant dans la vie professionnelle. Tu vois, avec mon diplôme en poche, ok, c'est bon, j'ai hacké le game, j'ai fini mes études, ça y est, maintenant, c'est la place pour Bibi. Et la chance de mon métier, c'est que c'est un métier où tu es très autonome, où tu peux gagner ta vie relativement rapidement, tu peux bouger, tu es très libre. Donc assez vite, je pensais que j'avais réussi. Et là, ouais, pour toi, t'avais gagné, c'était game changer. Ouais, Enfin, game changer. C'est bon, t'as ton autonomie, t'es plus tributaire de qui que ce ça soit, t'en t'es rêvait. autonome, tu peux voyager, et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, Et finalement, je pense que c'était une construction temporaire. C'était valable à 24 ans. c'était le premier cycle. Ouais, Et il y a eu un deuxième cycle. ouais, il y a eu plusieurs cycles. Et il va en avoir Et il y encore, en a hein. encore d'autres. Ton rapport à l'amour de toi, à l'amour de soi. Très honnêtement, je crois que c-
Je dissocierais 2 choses peut-être. Le rapport à mon corps qui a été difficile parce que pendant longtemps, justement, le fait de cette petite taille, heu, on m'a décalé mon rapport de soi. Mmh. Moi, j'étais OK avec ça, je faisais du sport, j'étais bien, je m'éclatais, mais finalement, c'était compliqué parce que, tu vois, non seulement j'étais petit, mais j'avais un retard de croissance et ce qui faisait que toutes les nanas que je trouvais jolies, elles s'intéressaient absolument pas à moi. Et elle te mettait 3 têtes? Elles me mettaient 3 têtes et tous les mecs, littéralement, ils me foutaient sur la gueule parce que j'avais une grande gueule et que je faisais des blagues qu'ils étaient pas capables de faire. Donc ça a été difficile. Ça a pris du temps pour me réapproprier ça. Donc le rapport à mon corps, il est arrivé pareil à 24 ans. OK, j'avais fini de grandir, je faisais du sport et j'étais bon dans le sport. Les nanas que j'arrivais à séduire, c'était pas des nanas que je séduisais parce que j'étais grand. J'arrivais à les séduire parce que, j'avais d'autres trucs qui étaient plus proches de moi que seulement de mon apparence. Je parle de ça, mais finalement, je trouve que le rapport au corps, pour moi, il est très secondaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Maintenant? maintenant, ouais, Alors que quand on est plus ouais, jeune, on focalise beaucoup de ouais, choses là-dessus. ouais, Mais finalement, c'est rassurant de se ouais. dire que à quel âge tu as maintenant? 37. 37 ans, voilà, ça y est, Ouais, c'est en second plan. c'est marrant parce que j'ai pour le coup beaucoup de patientes. C'est un vrai sujet, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup de patientes qui arrivent à 50, 60 ans. Et lorsque arrive l'heure du bilan, où les gens se mettent en sous-vêtements, moi, je laisse les gens se mettre dans la tenue dans laquelle ils veulent. Et du coup, j'ai une formule qui est: mettez-vous dans la tenue que vous voulez. Si jamais les gens veulent être en sous-vêtements, c'est plus simple pour moi pour mener mon examen. Mais si jamais ils veulent rester habillés, je fais avec ça et je m'adapte. Les choses ont quand même pas mal changé parce que s'il y a 10 ans, c'était un non-sujet, aujourd'hui, non, c'est un sujet, Mmh. le rapport au corps. Et cependant, je trouve que les femmes de plus de, allez, je dirais 50-60 ans, sont restées dans la logique d'avant, c'est un non-sujet. Et arrivent, quel que soit leur corps, à se dire: «Ah non, mais moi, moi je me mets en sous-vêtements sans aucun problème». Alors qu'on est à l'heure du body positive pourtant, Et je donc c'est pense que étonnant. et pour elles, le body positif, c'est ancré dans leur ADN depuis très longtemps. Donc finalement, en fait, on a un peu rétropédalé, c'est ça que tu dirais? Pas tout à fait. Je crois qu'on a individualisé le rapport au corps. OK. C'est-à-dire qu'elles, dans leur époque, dans leur construction, c'est un non-sujet. Alors que si on regarde les standards de beauté, elles se sont dit: en fait, moi, le standard de beauté, je suis mon propre diagramme, je suis mon propre baromètre et je m'en fous royalement et Mmh. j'assume mon corps tel qu'il est et le regard qu'on y pose ne dépend plus de moi». Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, tu vois, quand j'y réfléchis, ce profil de personnes-là, c'est souvent celles aussi qui ont eu un traumatisme par rapport à leur corps. Je pense notamment au cancer du sein et qui, au parcours de leur reconstruction, L'accepte davantage. l'acceptent davantage. Ouais. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la question qu'on doit se poser. C'est peut-être là où je voulais en arriver. Est-ce que s'accepter passe pas par une phase de déconstruction totale, y compris de, en fait, mon corps est mon corps, et peut-être que j'avais arrêté de le juger pour une imperfection parce que de toute façon, il est imparfait et il sera toute la vie. Je suis carrément d'accord avec ça. Mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est encore un Mais autre sujet. j'adore. Il faudrait qu'on fasse un deuxième podcast pour ça. Mhm. Je vais revenir juste sur ton rapport à l'amour tout court. On a Mm. parlé de l'amour de soi, ton rapport à l'amour. Je crois que c'est la deuxième question que j'ai mis du temps vraiment à me poser. Et je trouve qu'en 2024, elle est très très compliquée à poser la question de l'amour de soi. Parce que si tu dis je t'aime, t'es prétentieux. Je m'aime, tu vas passer pour quelqu'un de prétentieux. Si jamais tu te dis pas je m'aime, Tu peux pas aimer. tu peux pas aimer et ça veut dire que t'as pas suffisamment confiance en soi. Donc je trouve que la question de s'autoriser à s'aimer, c'est un équilibre qui est pas évident. Mm. Qui peut être, je pense, nécessaire d'être dissocié du rapport au corps vis-à-vis de soi-même. Et aujourd'hui, je suis capable de te dire je m'aime, mais parce que je m'aime pleinement, y compris dans mes zones d'ombre. Waouh, ça c'est fort. Ouais. Même dans les moments, quand j'entends zone d'ombre, j'entends solitude, tristesse. Oui, et même des comportements chez moi qui, aux yeux de la société, ne colleraient pas en fait. Ok. Et Et ça, c'est ok. c'est T'as ok. dealé avec ça. J'ai dealé avec ça, de dire en fait, je suis imparfait. Ce que, tu vois, par exemple, je sais que j'ai parfois de la colère. Et aujourd'hui, faut pas afficher sa colère. C'est- Et en même temps, c'est une émotion comme une autre, qui est parfois salvatrice, qui est parfois nécessaire, tu Il vois. faut savoir
La visualiser, l'accueillir, la traiter et derrière, tu la deals. C'est Exactement. comme ça que ça se passe. Quel est ton rapport au bonheur? Moi, la phrase que je préfère par rapport à ça, c'est: pour moi, le bonheur, c'est avant tout l'absence de malheur. Tu crois qu'il faut éviter le malheur, l'esquiver? Non, je crois que c'est comprendre que le malheur fait partie de la vie, que le bonheur n'est pas un état permanent. On ne peut pas être heureux 100% du temps. Quand tu as eu ton bac, 20 ans plus tard, 50 ans plus tard pour toi, Laurie, évidemment, Ouais. tu ne te réjouis plus d'avoir eu ton bac. Non. Et pourtant, c'était si important Et pourtant, c'était si à important. 20 ans. Et heureusement que tu passes à autre chose. Ouais. Et je pense que la question du bonheur, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui dans ma vie me rend heureux? C'est pas forcément des grandes choses, c'est des petites choses. Moi, j'ai remarqué un des trucs qui me rend le plus heureux dans la vie, c'est de boire de l'eau pétillante. J'adore la Mais sensation il fallait dans ma nous gorge. le dire avant, Mais on aurait tout prévu. Ça aurait été too much. J'aurais fait une transe d'eau pétillante là dans le canapé. J'étais là, ah mais c'est trop bon, de l'eau pétillante. Je me gargarise. Pourquoi l'eau Je pétillante? sais pas. Ça te fait pétiller l'œil? Écoute, ça fait pétiller tout un tas de parties de mon corps que t'as Oh, même pas envie waouh. de savoir. Oh waouh! Non, ça me met en joie. Mais pour te dire que le bonheur, il est dans les choses simples. Et je pense que c'est important d'exercer une forme de gratitude ou d'être dans cet instant présent-là, de m'accorder, tiens, ça me met en joie. Et je le cultive. Et je t'ai parlé du bouleversement des neurosciences. Et en fait, prendre conscience de ces moments-là, c'est favoriser la sécrétion d'hormones du bien-être lorsqu'on les vit. Dopamine. Dopamine, sérotonine, oxytocine. Si jamais toi aussi je te vois boire putain de l'eau pétillante, oh, putain, ce moment partagé incroyable. Si je te disais que dans ma gourde, Non, j'en avais. là c'est trop, Laurie. Et que je te nargue avec mon eau pétillante, ça te fait quoi? Je suis en joie, je suis en pleine osmose et symbiose avec toi. Est-ce que tu en veux? Non, on va peut-être pas. Là, c'est too much. Il y a des gens qui nous regardent. Et il y a l'inverse. Je pense que c'est d'accepter qu'on aura des phases de malheur. La vie est cyclique. Il y a des moments difficiles. Qu'est-ce que je fais quand je suis dans cette phase-là? Comment tu fais, toi? Je mets du temps. Je mets du temps. C'est quoi les actions que tu mets en place? Je dors pas, j'oublie, je modifie la réalité Tu pendant... oublies? Ah Comment ouais. tu fais pour oublier? Il faut que tu me racontes. Je sais pas, Laurie. Je pense que, tu vois, je tiens ça de quand j'étais gamin. C'est trop dur. Parce que c'est pas la réalité que je voudrais. Voum. Je m'endors, j'oublie, je passe à autre chose. Et c'est là que tu te réinventes tes histoires? Waouh. Je sais pas si c'est la bonne solution, mais je me mens beaucoup à moi-même. Alors, le côté pratique, c'est que ça fait que le quotidien est tout de suite plus facile. Mais est-ce que c'est pas du déni, tout ça? Si, je pense. T'as déjà fait une psychanalyse? Ouais. Et alors? Il y a des parts que j'accepte de pas ouvrir. Donc il y a encore des clés à trouver. Et je sais pour même des pas, portes Laurie. fermées. Je sais même pas, en fait. Ok. J'ai pas la réponse à ça. Je pense que quand je te dis j'accepte beaucoup plus ça aujourd'hui, je pense pas que toutes les vérités sont bonnes à découvrir. Je pense pas que toutes les vérités sont 100% du temps bonnes à dévoiler et à assumer. Je pense que si jamais tu as un bagage qui est trop lourd à porter, tu as le droit de le déposer pendant un moment pour faire des choses qui sont plus légères. Ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, ça fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas conscience des problèmes, ça fait de toi quelqu'un qui décide d'avoir l'énergie de l'instant présent. C'est hyper honnête. Mais non, c'est hyper honnête. Merci Je t'en pour prie. ce témoignage. Si tu devais résumer quel a été le plus beau déclic de ta vie dans tout ça? Chaque beau déclic qui a été, une source de changement dans ma vie est né d'un chaos. Donc je dis qu'il est beau aujourd'hui, mais si tu me demandais à l'instant T, je te dis que c'est ce passage de ma vie, j'en veux pas. Il est horrible en fait. C'est des cycles. Ouais, c'est des cycles. Chaos, renaissance. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, à bientôt 40 ans, c'est ce que j'ai fini par accepter. Ma vie est cyclique. Nos vies sont cycliques. Nos vies sont cycliques. Et je crois que j'ai mis du temps à l'accepter. J'ai mis du temps à l'accepter de me dire, en fait, comme je t'ai dit, je pensais avoir trouvé ma vie, trouvé ma voie à 24 ans, construire ma vie à 24 ans et qu'elle durerait jusqu'à ce que je crève. Probablement parce que j'ai vu la vie de mon père complètement déchirée à 32 ans. Dans ma tête, et c'est drôle parce que mon frère a eu la même chose, tous les deux, on avait grandi avec l'idée de se dire à 32 ans, on va crever. Et donc probablement que dans ma tête, j'ai construit ma vie en me disant,
il y a une fin proche, construis tant que tu peux. Oh, j'ai dépassé la DLC. Il s'est passé quoi quand t'avais 32 ans? J'allais avoir mon deuxième enfant. Il n'y a pas eu de phénomène spécifique à 32 ans. Un deuxième enfant quand même. Un deuxième enfant, oui, mais tu vois, il y a pas un matin où je me réveille et je me dis, Ouais. waouh, c'était probablement plus espacé. Parce que, enfin, moi par exemple, tu vois, ma maman, elle m'a eu à 24 ans. Moi, j'étais persuadée qu'à 24 ans, j'allais devenir maman aussi. Et tu vois, j'ai dû déconstruire ça avec le temps. Et ça a été long, mais je me suis rendu compte, ça a été une prise de conscience. Je sais pas pourquoi, pour moi, 24 ans, c'était l'âge d'être maman. Et donc, ouais, il y a une réciprocité dans Bien ce que sûr. tu me racontes, différente, tu vois, parce que toi, tu pensais que ça allait être la fin. Moi, je pensais que ça allait être, tu vois, que j'allais donner vie. C'est pas encore arrivé. Et j'en ai 32. Tu vois, moi, j'ai l'âge où tu pensais que ça allait être le chaos. Ton rapport à la douleur, justement, physique, émotionnelle, la douleur. Je dirais que j'ai deux versions. J'ai une version personnelle qui est à ce jour, je n'ai jamais vécu de douleur que je ne pouvais pas supporter. Mais en vrai, si je regarde sur mon historique médical, à part un gros trauma crânien qui te met plutôt un gros shutdown, j'ai jamais eu de douleur extrême. Mais est-ce qu'il y a des douleurs qu'on ne peut pas supporter? Ouais. Ah oui, oui. Et c'est la deuxième version que j'allais te dire. True story. Hein. Là, cet après-midi, j'ai une de mes patientes, je l'ai eu en coup de fil parce qu'elle a un suivi médical compliqué et du coup, elle avait besoin de moi presque plus pour parler. Elle a 27 ans, ses douleurs sont insupportables, invivables. Donc je crois que c'est quelque part facile de parler de douleur quand elle prend pas toute la place dans ta vie. Hmm. Et la douleur est une expérience personnelle. Et je pense qu'il y a certaines douleurs, on ne peut pas se rendre compte de la place que ça prend dans la vie d'une personne tant qu'on ne les a pas ressenties. Il y a beaucoup de témoignages comme ça de professionnels de santé qui vivent toute une carrière en tant que pro de santé. À un moment donné, il leur arrive un truc, ils deviennent soignants, ils deviennent patients, et là, ils se rendent compte de ce que c'est. De la manière qu'on a de communiquer, d'ouvrir, de fermer les portes, de changer le rapport à l'intimité, le rapport au corps, nos discussions, les résultats, le temps d'attente. Ils disent « Oh putain, j'ai infligé ça à mes patients pendant des années. » Donc, tu vois, c'est un mélange, le mot c'est d'humilité par rapport à ce truc-là, qui peut te pourrir la vie. Des gens font des dépressions parce qu'ils souffrent de douleurs chroniques. Donc, on a des outils, hein, et on a des outils qui ont fait leurs preuves, et on peut que guider nos patients vers leurs outils. Oui, la méditation, la gestion du sommeil et la compréhension de la douleur chronique sont des gros game changers quand on en souffre. Est-ce que ça diminue l'intensité de la douleur? Oui, un petit peu. Est-ce que ça change le regard par rapport à la douleur? Oui. Est-ce que ça laisse ses limites? Oui. T'as des exemples Ouais, concrets? ouais. Ce qui impacte énormément l'endométriose. En fait, ce qu'il y a de très dur sur l'endométriose, c'est l'intensité de la douleur, mais en plus de ça, c'est une douleur invisible. Ça ne se voit pas. Et non seulement ça ne se voit pas, il y a un délai de 7 ans en moyenne pour le diagnostiquer, donc il y a une invisibilisation des symptômes, ça touche quand même une femme sur 10. Et en plus de ça, ça a un impact dans toutes tes sphères de ta vie. Dans ta sexualité, dans ton travail, dans ta volonté potentielle d'avoir des enfants, dans ta Ton qualité de sommeil, dans humeur. ton humeur. Et c'est ça te transperce de l'intérieur. Et ça doit te transformer aussi. Ça peut. Ça peut, oui. Ça peut physiquement et émotionnellement. Donc l'endométriose, c'est la première à laquelle je pense. Après, des qui sont peut-être moins connues, mais ne serait-ce que de la lombalgie, ne serait-ce que des douleurs liées au stress, liées à des traumas de la vie qui se manifestent par de la douleur, on en parlera plus tard. Mais ouais, ça peut pourrir la vie des En gens. tant que kiné, Mm. tu peux intervenir sur l'endométriose? Moi, pas directement parce que Ok. je suis pas spécialisé de ça. Mais il y en a, Il y en a, ouais. ça Des existe. kinés et des ostéos qui vont avoir des techniques manuelles pour libérer notamment les fascias et les muscles, parce qu'en fait, tu vas avoir des zones de compression, des zones d'hypoxie. Alors, je ne saurais pas rentrer plus que ça dans les détails, mais Mais ça peut juste, aider à un oui, ça peut aider. soulagement Oui, ça peut aider. sur la durée. Oui. Non, c'est intéressant, j'ignorais ça, Ouais. tu vois. Tu me parles de fascia, tu parlais de manière sous-jacente un peu des émotions. Ouais. Quel est le lien entre les douleurs, les émotions? Est-ce qu'on peut les lier ensemble? Je vais te donner Grand débat, hein, je c'est un grand sais. débat. Je vais te donner une réponse et pour les auditeurs qui nous écoutent, je vous laisserai choisir. Parce que je vais pas forcément donner la réponse que les gens attendent de moi. Et peut-être, pour laisser toutes les portes ouvertes, je vais vous dire un peu qui je suis, comment est mon regard. Et comme ça, vous pourrez l'interpréter comme vous voulez. Parfait.
En tant que kiné, ce que je sais, c'est que si un patient va voir un professionnel de santé, et si au cours de ces 3 premières consultations, ce professionnel de santé ne suit pas les grandes guidelines, les grands guides pratiques pour les professionnels de santé, Protocole, on peut dire. protocole exactement, on augmente de 50% son risque de passage à la chronicité. C'est-à-dire que si jamais tu as une douleur, quelle qu'elle soit, que tu vas voir, je dis tout et n'importe quoi, sans pointer du doigt quelqu'un, mais un professionnel A qui fait un truc qui est un peu en dehors des guides pratiques, professionnel B, un professionnel C, et juste que les mecs vont tenter des trucs qui n'ont pas de preuves scientifiques, rien que ça risque d'augmenter ton risque de passage à la chronicité. La chronicité, ça veut dire quoi? C'est que certes, ton corps au départ avait une douleur, mais après, c'est ton cerveau qui a raconté la suite. Et qu'il a Et qui enregistré. l'a enregistré et qui continue de la sécréter. Et c'est important de comprendre que, et là pour le coup, c'est science-based que je vais te dire, 100% de la douleur est sécrétée par notre cerveau. Notre corps perçoit une information, comme notre langue goûte, mais c'est notre cerveau qui nous donne le goût de la mandarine. Nos yeux voient, mais c'est notre cerveau qui interprète ce que la machine oculaire voit. C'est pareil pour le système de la douleur. C'est pour ça qu'existe le placebo, par exemple. Exactement. Et le placebo, souvent on a pensé que c'était une pilule pour faire en sorte que ton médecin te la mette un peu à l'envers. Non, 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 non. Aujourd'hui, on ne parle plus tellement de placebo, mais d'effets contextuels, tellement on se rend compte que des effets contextuels, des effets placebo, peuvent être jusqu'à 30%, voire 40% dans certaines études, bénéfiques dans la guérison d'un patient. Et toutes les pathologies confondues. Et encore plus sur la douleur. Je te donne un exemple très concret. Imagine, ah bah tiens, bon, les gens savent. Imagine, tu te fractures le plateau tibial avec une planche de surf. J'allais y venir. Exactement. Ok, bah. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui m'est arrivé il y a maintenant bientôt 1 an. Exactement. Eh ben, tu t'es dit, ok, c'est une blessure de sport, je suis sportive, ça arrive et je vais me remettre. Je suis désolé pour ce que je vais dire, si jamais certaines ou certains d'entre vous ont eu ça, mais imagine la même chose, t'as ton gamin dans les bras et tu traverses, le feu est piéton vert pour toi, et là, il y a un mec en bagnole qui arrive à 50 km/h et qui te percute. La même fracture. Ton gamin n'a rien, tu l'as bien protégé, tu l'as protégé, mais la fracture du tibia est exactement la même. Mais c'est pas le même C'est traumatisme. pas le même traumatisme. Je capte. En fait, ton cerveau est dans la capacité de la douleur, il faut comprendre qu'elle est directement reliée à nos souvenirs, mais aussi aux idées reçues qu'on peut avoir, à notre construction, à notre éducation et même à notre génétique. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Ce qui veut dire que lorsque tu vas aller consulter un professionnel de santé, si pour X ou Y raison il ne suit pas les protocoles, eh ben en fait, il va te faire perdre du temps. Ce manque de temps dans ta guérison, bah ton cerveau il va l'interpréter comme « Ah, c'est plus grave que ce que je pensais ». Tu dis souvent qu'une douleur chronique, c'est le cerveau qui te nique. Exactement. C'est ça, si Exactement. on devait résumer. C'est exactement ça. En fait, il faut comprendre, et ça je trouve ça génial. Tous nos tissus de notre corps ont une capacité de cicatrisation. Notre peau va cicatriser entre 3 minutes et 3 semaines. Si on a une cicatrice, c'est pas déconnant de continuer à avoir des douleurs pendant 18 mois. Un os met entre 2 mois et 3 mois. Un ligament va mettre entre 3 semaines et 1 an et demi. Donc quand notre tissu dépasse le délai de cicatrisation, mais qu'on continue à avoir une douleur persistante, alors ça veut dire que c'est pas le tissu qui envoie de la douleur, c'est le cerveau. Et on sait aujourd'hui que ce qui fait que le cerveau continue à envoyer un message douloureux, c'est les circonstances, c'est les croyances, c'est comment je me projette. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir un psy? Je pense en effet que ça, c'est génial, Laurie. Ce qui a fait que le mal de dos, parce que c'est ma spécialité, a augmenté pendant le confinement. Les gens ont dit « Ah, c'est à cause de la posture et le télétravail ». Bullshit de dingue. On n'a aucune étude à ce jour qui nous montre le lien entre la mauvaise posture et le mal de dos. Mais le nombre de publications qu'on a sur la sédentarité et le mal de dos, sur la santé mentale et le mal de dos, c'est stratosphérique. On refuse des gens dans des protocoles d'études sur le mal de dos parce qu'ils ont un spectre dépressif. Parce qu'on sait que juste le fait que tu aies une dépression, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un mal de dos et de ne pas t'en sortir. Donc la santé mentale est un facteur de risque plus, à la fois de développer des douleurs, et à l'inverse, moi ça, j'adore cette expression de je postillonne des trucs gigantesques. C'est magnifique. J'adore cette expression de Simon Sinek. Il propose de remplacer santé mentale par mental fitness. Si tu arrives à mettre dans ta vie des protocoles pour ta santé mentale, exactement comme tu mets des protocoles de sport pour ton corps, tu vas être beaucoup plus solide sur tes appuis le jour où il va t'arriver une merde. Et
devine quoi, il va t'arriver une merde. Et ça, le Covid nous l'a appris. En ce moment, je trouve ça fascinant. Je suis en train de faire des recherches sur la seconde vague de la pandémie, qui est la vague de la santé mentale. Mais oui, parce qu'on y fait beaucoup plus attention maintenant. Au-delà de Il y a eu un avant et un après. Oui. Et au-delà d'y faire plus attention, c'est qu'il y a eu des dommages, en fait. La santé mentale, littéralement, aujourd'hui, est devenue un vrai problème central. C'est pas seulement on en parle plus, c'est que les gens vont moins bien. Les gens vont moins bien parce que... Alors, c'est fascinant, mais à tellement de niveaux. Je vais finir juste sur la douleur parce qu'il y avait un truc que j'avais pas dit. In fine, qu'est-ce qui fait que la douleur chronique s'installe? C'est juste parce qu'on n'a pas pris en charge toute la complexité du symptôme. C'est quand tu m'as dit, alors on devrait aller voir des psys. Oui, on ne peut pas se tromper à aller voir un psy. Ouais, donc ça va bien au-delà, parce que je te donne un exemple personnel. À 6 ans et à 12 ans, je me suis fait opérer du genou parce que j'avais des blocages, donc 2 arthroscopies. Donc ça, c'était un trauma psychologique, je m'en suis rendu compte maintenant, parce qu'à 6 ans, quand tu vas aux urgences et qu'on t'opère, on t'amène au bloc, on te met un masque qui sent la fraise, et je voyais les murs, je te jure, j'avais l'impression que mon brancard, tu vois, il était vertical. Gros trauma. Aujourd'hui, donc ça, c'était le genou gauche. J'ai constamment mal au genou gauche. C'est une douleur que je pense est chronique dans ce que tu décris. À l'inverse, mon genou droit, on se connaissait, donc il y a un an, je me suis fait cette fracture du plateau tibial. J'ai fait une rééducation de manière hyper sérieuse. Ça a été vraiment la blessure la plus traumatisante physiquement de ma vie. Et en fait, aujourd'hui, je m'en sors hyper bien. Genre, ma jambe droite est encore plus solide que la jambe gauche. Donc, en fait, c'est juste que j'ai conscientisé, moi, ce qui m'était arrivé. J'ai beaucoup philosophé cette blessure au genou qui m'était arrivée à un moment clé de ma vie, et je crois savoir pourquoi ça m'a fait flancher. On y reviendra sur la somatisation. Donc, en fait, c'est l'explication même de ce que tu viens de dire. C'est que traumatisme, gamine, urgence, qu'est-ce qui m'arrive? On va me couper la jambe, versus j'ai 30 ans, je me casse le genou. Bon, bah, je vais le réparer, quoi. C'est ça? Ouais. La différence, c'est que ton cerveau, il n'a pas interprété les douleurs de la même manière. Ce qui est difficile et ce qui est d'intéressant en même temps, c'est que aujourd'hui, peut-être que si je devais passer des radios de tes 2 genoux, peut-être que le genou droit est plus abîmé que le gauche. Et on va dire, bah non, madame, il n'y a aucune raison que vous ayez des douleurs au genou gauche, il va très bien. Si vous devriez avoir mal, c'est à droite. C'est ça qui est génial, c'est que comme c'est le cerveau qui interprète et qui sécrète la douleur, le corps n'est qu'un messager. Et parfois, on peut avoir un messager qui est plus abîmé que l'autre, qui fait moins mal, et inversement. Il n'y a pas forcément de logique. Et c'est là où, quelque part, on va venir sur ta question. Aujourd'hui, on ne comprend pas tout, parce qu'il y a tellement d'éléments. De Laurie à 6 ans, de Laurie à 12 ans, de Laurie à 15 ans, peut-être d'une entorse en skateboard que tu as oublié, ou ainsi de suite. Tellement d'éléments que aujourd'hui, ça laisse un gros flou sur qu'est-ce qu'on est capable d'interpréter. Et moi, dans ce gros flou, aujourd'hui, je me suis suffisamment planté dans ma carrière pour savoir que j'accepte le flou, de la même manière que j'accepte mes zones d'ombre, et que peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, on aura une interprétation. Là où j'en suis, et souvent j'ai des gens qui me demandent, est-ce que vous êtes capable de les ressentir? Est-ce que vous êtes capable de l'interpréter? Parce que j'ai lu que le côté droit, c'est le côté du père, le côté gauche, le côté de la mère. Ou l'inverse, je sais pas. Il y a un livre qui parle de ça très bien, c'est Le Grand Dictionnaire des maladies. Tu vois, typiquement sur le genou, qu'est-ce qu'il me disait? Le genou représente notre capacité à se plier, à lâcher prise, à s'incliner pour avancer. Il est l'expression de notre flexibilité. Une fracture au genou, je te lis quand même, exprime une révolte face à une personne autoritaire et le résultat d'un entêtement, d'un rapport de force, mais aussi, comme toute fracture, en lien avec une probable culpabilité. Donc autant te dire que ça faisait un sens énorme au moment où ça m'arrivait, tu vois. Exactement. Donc t'es comment par rapport à ça? Il y a plusieurs choses. J'accepte ma dualité là-dessus. Et j'ai une double réponse. J'ai une première réponse très scientifique, très evidence-based, qui dirait, mais ça, Laurie, ça s'appelle l'effet Barnum. Alors, je sais pas pourquoi je prends un air condescendant. L'effet comment? Barnum. Ça veut dire quoi, l'effet On revient juste sur ça, sur pourquoi je prends un air condescendant quand j'ai la science avec moi, ma grande. Écoute, il y a des études scientifiques qui nous expliquent l'effet Barnum. L'effet Barnum... Je m'incline. L'effet Barnum, c'est un truc assez marrant, c'est de la psychologie sociale, où je crois que c'était dans une classe de 30 élèves, où on a donné exactement le même horoscope,
Donc la même chose, aujourd'hui il va vous arriver ceci, il va vous arriver cela, mais avec les intitulés des différentes personnes. Toi t'es taureau, toi t'es verseau, toi t'es poney, bref, mais on va te donner Poney. exactement le même texte. À cause de mes 72 dents? Ouais, Merci bien. c'est chaud de dire ça. Et On devine quoi? se moquait de toi pour ta petite taille, moi pour ma grande taille et pour mes nombreuses dents. C'est vrai? Voilà. Mais Tu veux en parler? Non. Tu veux dire Dans ton dans mon podcast? podcast. Et donc, on a demandé après aux gens s'ils se reconnaissaient dans la description du signe astrologique qu'on leur avait donné. Et en effet, j'ai plus la stat exactement en tête, mais c'était significatif. Genre, c'était à 70%. Les gens disaient oui, c'est bien mon signe qu'on a décrit. Et là, c'est bien un poney. Pardon, c'est bien un poney. C'est bien un Scorpio, c'est bien ceci. Et donc, en fait, quand on te donne une description relativement large, l'être humain aura tendance à s'inclure dedans. C'est de la science. Est-ce que ça marche à tous les coups? Non. Est-ce que c'est discutable? Oui. Est-ce que ça nous permet de mieux comprendre? C'est comme les oracles. Exactement. Et ça, c'est là la question que je me pose, et c'est pour ça que j'accepte cette dualité. Je ne pense pas que la science doit nous apporter de la condescendance. Je pense qu'au contraire, la science doit nous permettre de proposer des hypothèses. Et si jamais ces hypothèses conviennent aux gens, tant mieux. Si elles leur conviennent pas, mais qu'à côté de ça, ils se font pas de mal, et que plutôt ça les aide, c'est OK. Et c'est là où j'accepte cette dualité, c'est que si par exemple, toi dans ton process, et je vais répondre à ta question, ou question hypothétique, tu considères que tu avais bien un problème de genou et que ça t'aide de t'accrocher à cette croyance-là, qui suis-je pour remettre en cause cette croyance-là, surtout si ça te permet d'évoluer favorablement? Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans cette dualité, c'est d'accepter qu'on a des fondements scientifiques qui nous permettent de comprendre un peu la psychologie humaine, d'accepter que, en fait, parfois on a certaines croyances, si elles ne sont pas prouvées, si elles n'ont pas de valeur vraiment pertinente, mais qu'elles nous rassurent et qu'elles nous font du bien, c'est pas très grave en fait. Je crois que ça peut rassurer d'un côté ou de l'autre. Tu Exactement. vois, le genou, ça peut être aussi le nous, comment tu te positionnes par rapport à un groupe, une entité. Moi, à ce moment-là, ça m'a aidé. Alors que quand j'avais 6-12 ans, j'avais pas conscientisé que émotionnellement, il y avait peut-être un lien avec ces douleurs au genou. Trop bien, c'est hyper clair, j'adore. Et tu vois, et pour finir, c'est aussi peut-être parfois d'avertir les gens, de dire notre cerveau, son rôle principal, c'est de nous protéger du danger. Et parfois, d'être en permanence dans une recherche d'interprétation, une recherche de questionnement, en fait, le cerveau, il va l'interpréter comme une forme d'anxiété, un peu à bas bruit, et ça peut entretenir de la douleur. Et j'ai des gens qui sont comme ça, qui sont en permanence dans la recherche de compréhension d'eux-mêmes, dans tout un tas de prismes différents, et qui n'arrivent pas juste à laisser le truc reposer. Let it go. Let it go. Je crois que je fais partie de ces gens-là, et parfois ça t'empêche de dormir aussi. Des fois c'est un peu relou. Tu vois, il faut laisser aussi... Je peux donner une vraie réponse, Laurie? Vas-y. T'en es sorti. Tu crois? Ah ouais. Vas-y, raconte. Ça m'intéresse ton analyse. Tu la mettras ou pas, mais quand on s'est vu à Pâques, t'avais encore tes béquilles, oui. Et que t'avais tes béquilles, mais tu bougeais comme si t'en avais pas. Mais tu prenais le train, tu te mettais dans des galères pas possibles. Prenais le vélo. Je mettais le vélo, je mettais les béquilles dans le panier. Et je te disais rien parce que je savais que t'avais besoin de passer par là. On s'est retrouvés dans un bar, l'enfer, à 1h30 du matin. T'es arrivé dans ta béquille avec tes béquilles et c'était une ambiance de fou. Tout le monde t'a reconnu. Toi, t'étais là en mode pas possible et t'étais là, quoi. Alors que normalement, les gens, quand ils ont une fracture, ils restent chez eux et quand on les invite à aller dans un bar avec du monde, ils disent franchement, je me suis cassé la jambe il y a 3 semaines, j'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Mais en fait, tu comprends que je me suis cassé ce genou au pire moment de ma vie. Enfin, en tout cas, non, au meilleur moment de ma vie maintenant, je peux le dire. Mais à un moment où j'étais censée kiffer ma vie, où je m'étais vraiment mis en pause mentale, et je pense que c'est pas arrivé pour rien non plus. Genre, mon corps a totalement lâché. Mais oui, en effet, sur le début de cette fracture, j'ai peut-être pas été super sérieuse. En revanche, dans ma rééducation kiné, on en a longtemps parlé, je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, même pour passer le bac. Tu vois, c'est-à-dire que t'es d'accord qu'il y a des patients qui sont un peu what the fuck de... Oui. Hein? Oui. On peut en parler aussi. Ah, oui. Et je l'ai été sur mes premières blessures. Je t'avoue que, les 3 premiers jours, tu fais tes exos. Après, tu t'en fiches un peu. Moi, je me baladais constamment avec mes électrodes pour remuscler cette jambe, pour pouvoir, dans les 4 mois après ma convalescence, pouvoir peut-être remarcher, resurfer, parce que l'été arrivait. Donc, j'avais vraiment cet objectif de guérir, tu vois, et j'étais ultra sérieuse. Donc, je peux approuver désormais que la kiné, quand même, fait des miracles. Merci beaucoup, Laurie. Le Conseil national de l'ordre sponsorise ce message. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était
l'énergie que tu avais à ce moment-là. Tu avais à la fois une énergie de dingue, mais une capacité de t'auto-persuader que tu allais y arriver qui était phénoménale. Je fais un disclaimer parce que peut-être certaines personnes vont attribuer à ta blessure de genou, c'est qu'une blessure de genou. En vrai, c'était quand même un gros truc. Tu t'es pas loupé. Fracture du plateau tibial. Ouais, c'est chiant. Le plateau tibial, c'est vraiment, pour vous imaginer... Je vais mettre une photo de la radio, tiens. Pour que les gens imaginent ce que c'est un plateau tibial, tu t'imagines le plancher de ta baraque. Et quand tu marches sur le plancher de ta baraque, et puis pas de chance, au moment où tu marches sur le plancher de ta baraque, t'as la moitié de ta cuisine qui s'affaisse, ça, c'est ton plateau tibial. C'est vraiment là où ton genou repose. J'adore cette image. Il n'y a pas, ça c'est important que les gens le comprennent, et en tant que soignant, moi, il m'a fallu des années pour le comprendre. Il n'y a pas de légitimité à la souffrance, il n'y a pas de légitimité à la douleur. J'ai vu des gens faire des dépressions, alors que quand tu leur demandes leurs symptômes, ils te disent j'ai mal parfois le jeudi après-midi de 14h à 14h05. Mais le truc prend une place gigantesque dans leur vie. Et j'ai vu des gens avoir littéralement le monde leur tomber sur la tête et être serein et être tranquille. Il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas d'intensité, et certaines personnes peuvent supporter le monde à un moment de leur vie et s'écrouler pour une fracture du petit doigt à un moment donné. Donc, au moment où on enregistre ça, je ne légitime pas l'épine dans le pied de Doumbé, mais c'est son épine, c'est son pied, et personne n'est capable de juger. Et c'est important d'avoir cette distance-là. Mais donc du coup, juste pour terminer sur ce que tu avais commencé sur l'énergie, tu penses que l'énergie qu'on met dans la conscientisation d'une douleur peut aider à guérir ? Oui, et l'inverse, elle peut t'empêcher de guérir aussi. Ok. Ça, c'est hyper intéressant. On a pas mal d'études qui nous montrent ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Quand tu étais petite, ça est arrivé à mon fils la semaine dernière. Quand tu étais petite et que tu es un peu malade, et que tu dis à tes parents, je suis un peu malade aujourd'hui, ils te prennent la température, ils disent, bon, ok, Laurie, tu vas pas aller à l'école aujourd'hui, je te garde avec moi, tu sais quoi, on va rester à la maison, on va regarder des dessins animés. Oh, best journée ever. T'es trop contente d'avoir au départ un peu simulé ta grippe. On l'a tous vécu. Ok, en fait, c'est un bénéfice secondaire. T'avais un intérêt à être malade à ce moment-là. T'en avais besoin, T'en peut-être. avais besoin. Et ton cerveau, il a créé de la douleur, il a créé un symptôme. Devine quoi ? Aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent « Putain, en ce moment, le travail est pas facile. Je suis pas très bien rémunéré, je me sens pas hyper bien dans mon job, ça n'a pas vraiment de sens. Franchement, je me mettrais bien en arrêt maladie pendant 15 jours. Puis je vais aller voir un psychologue et puis on va en parler. » Alors, c'est très bien d'aller voir un psychologue, mais je pense qu'il y a une partie de ton cerveau qui peut avoir des bénéfices secondaires. Tu peux gagner parfois un peu plus d'argent, tu peux être plus confortable chez toi, tu peux plus t'occuper de tes enfants. Il y a des bénéfices secondaires. Et si sur le coup, en effet, dans une première intention, c'est plutôt cool, en fait, tu vas te rentrer dans un rythme où ton cerveau il peut se persuader d'être malade. C'est difficile parce qu'en fait, tu deviens ton propre ennemi, et c'est ton inconscient qui travaille, ton conscient qui travaille, qu'en effet, c'est plus confortable parfois d'être chez soi quand tu n'as pas envie de travailler, mais ça peut t'enfermer. Donc, le cerveau est complexe et il n'est pas toujours notre allié. Et c'est pour ça que je pense que accepter ces parts d'ombre et accepter que parfois on peut être notre pire ennemi et de se dire, ok, en fait, est-ce que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle me convient ? Ou est-ce qu'au contraire, je sens que je ne suis pas au bon endroit ? Est-ce que j'arrive à la fin d'un cycle ? Qui peut m'aider ? À qui je peux parler ? Est-ce que j'accepte que ce cycle-là, il prenne 3 mois, il prenne 6 mois, il prenne 18 ans ? Oui, c'est ça, c'est la temporalité aussi. Accepter cette temporalité, le temps de se soigner. Ça, souvent, le temps aujourd'hui est tellement précieux, tout va tellement vite. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui vous manque, vous, en tant que praticien, en tant que médecin. C'est que les gens, ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux, de leur santé physique, mentale. Oui. Et puis, je sais, c'est pas pour rien si on appelle des patients. Il faut être patient. Il faut être patient dans tous les sens du terme. Et ces transformations-là prennent parfois du temps. Tu sais, faire le deuil d'une fonction. Je ne peux plus aller courir parce que j'ai mal au genou. Pour X raisons. Déjà, il y a très très peu de raisons que vous ne puissiez pas courir à cause d'un mal de genou. Juste sur ça, la plupart du temps, vous êtes entraîné trop vite, trop fort, trop longtemps sur une structure sur laquelle vous n'êtes pas entraîné assez vite, assez fort, assez longtemps. Descendez de 3, 4, 5 crans et réentraînez votre genou. Bref. Faire le deuil d'une fonction, ça peut prendre des années.
faire le deuil de ce qu'on peut plus faire, ça peut prendre des années. Et puis parfois, c'est pas forcément un deuil, c'est juste apprendre à accepter, à adapter Oui, à apprendre à faire d'autres choses et aussi. apprendre à faire d'autres choses. Tu vois, on va prendre l'exemple de sportifs professionnels qui ont été à l'apogée de leur gloire à 28 ans. Bah, il y a qu'une seule direction, c'est le déclin. C'est triste en fait, mais c'est la réalité. Et ben, sans être sportif professionnel, globalement, pour chacun d'entre nous, c'est le déclin. Mmh. Comment est-ce qu'on le vit en fait? Il y a une fin à tout ça. Notre corps, il ne pourra pas nous porter avec la même force, la même envie, la même volonté qu'on l'a eu à 22 ans. Ok, bah qu'est-ce que j'en fais? Comment je recompose? Toi, tu as vécu ce changement de cycle, ça fait écho au moment où je me souviens de cette photo hyper parlante avec, une clé où tu dis: «Bon, bah, voilà, là, je quitte le cabinet, en Hum, fait, je ne peux plus hum, pratiquer, hum, mon activité de kiné». hum. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu as eu un sentiment d'échec, de défaite ou c'était une transformation et une Ah, métamorphose au les contraire? deux, les deux, très honnêtement. Ça a été un sentiment d'échec. Tu vois, cette période-là a été probablement une des périodes les plus dures de ma vie. Je voulais pas que mon cycle se termine. Parce que c'était la fin de mon couple, c'était la fin de mon cabinet, c'était la fin de la projection du père et du mari parfait que je m'étais construite depuis que j'étais gosse, quoi. Le royaume s'effondre, en fait. Ouais. Et, et le truc qui était difficile, c'est que c'est moi qui ai pris la décision. Donc tu as le sentiment de culpabilité aussi, Oui, fort. fort. Et, et là, on est à 1 an et demi, et je suis OK avec ce sentiment de culpabilité. Quand je vois le résultat, bien sûr, ça n'est pas parfait, mais on est arrivé à un équilibre, et je suis arrivé à un équilibre dans lequel je suis beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux. Je suis un bien meilleur père aujourd'hui Mmh. que je ne l'étais à la même époque il y a 2 ans. Je suis un bien meilleur kiné aujourd'hui que J'allais je te ne l'étais à la demander. même époque il y a 2 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être kiné, à la base? J'imagine, je peux pas m'empêcher de faire, le lien entre la situation de ton papa, Mmh. que tu m'as livré, et ton rôle de kiné aujourd'hui. Je saurais pas, te dire s'il y a un lien direct. Très honnêtement, je me suis beaucoup posé la question, y compris dans le travail que j'ai mené sur moi-même. Je pense pas que ce soit complètement indifférent. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est ma volonté de faire du bien aux gens, c'est ma volonté de réparer les gens. Et forcément, probablement que de manière directe ou indirecte, je projette ça parce que j'ai pas pu réparer mon père. Et encore aujourd'hui, je peux pas le réparer. Mais tu as réparé des milliers de gens, C'est pas pareil. ça fait pas le ça compense pas. Non. Et ton rapport à l'empathie, Mmh. Sur cette période qui était difficile, et ça a été pour moi un des signaux forts qui me disait: «Greg, faut que tu changes de modèle», je l'avais perdu, mon empathie. mmh, Tu sais, j'avais fait une vidéo, j'en avais parlé. Je m'étais filmé. parce que Je pardon, Vas-y, j'ai vas-y. j'ai l'impression que le rôle de kiné, c'est aussi un peu de manière sous-jacente d'être psychologue, beaucoup. J'ai fait ce choix-là, oui, parce que j'ai décidé de me spécialiser dans le mal de dos, que le mal de dos est extrêmement lié à la douleur et à la douleur chronique et aux constructions mentales et à la santé mentale, bien sûr. Je m'imaginerais pas être soignant sans empathie, je m'imaginerais pas être humain sans empathie. On a tous des relations différentes à l'empathie, mais pour moi, c'est ce qui fait sens. J'ai une belle définition de l'empathie. L'empathie, c'est: je te reconnais toi, individu, avec ce que tu traverses, en ayant conscience que ça n'est pas moi. Et quand j'avais perdu cette empathie, c'était littéralement: ce que tu traverses, j'en ai plus rien à foutre. Et ça a été le moment où tu as Je me quitté le suis cabinet? détesté. Et Je me suis détesté et j'ai quitté le cabinet. Ça a pris 4 mois pour que ça se fasse. Mais à cette époque-là, je me détestais. Je me détestais quand les patients venaient et me parlaient et me racontaient des trucs horribles. Et que dans ma tête, j'étais genre en mode: je suis plus capable d'entendre ça, je suis plus capable d'entendre ça. mais parce que tu avais, toi, Parce que moi, j'étais au des plus mal, en problèmes à fait. régler. Ouais. Et quel a été ton processus de guérison? Tu pourrais mettre des mots là-dessus? Je crois que j'ai une déformation professionnelle qui est de
la première étape pour apporter une solution à un problème, c'est d'admettre qu'il y a un problème. En même temps, je t'ai dit, j'ai longtemps été dans le déni, ce qui me fait une forme de résilience. Je suis assez endurant face à un problème parce que j'essaie de trouver des solutions. Peut-être comme j'essaie de réparer mon père, j'essaie de réparer mes patients, j'essaie de réparer ma vie. Et puis au bout d'un moment, quand je vois que je suis plus capable de réparer, je dis OK, ben, on va essayer de moins casser. Waouh. T'as un gris-gris, un livre, une lecture, une musique qui t'a aidé? Ouais, j'ai une musique qui m'a aidé, c'est 1 minute de Pomme, Mmh. que j'adore. Que j'espère recevoir un jour dans ce Ouais. podcast. On en parlera du Je coup avec pense elle. qu'elle a un beau sujet aussi. Pourquoi cette musique? Elle est apparue dans ma vie au moment où j'étais le plus malheureux et où je pensais tout avoir. Au moment où vraiment j'étais à mon pic professionnel, où j'avais atteint tous mes objectifs, que j'étais en bonne santé, ça se passait bien sur tout, tout. Et au fond, j'étais misérable. Et au fond, j'étais malheureux. Et c'est là où il m'a fallu, je pense, 3 ou 4 ans pour comprendre que j'avais construit un modèle à 24 ans et que ce modèle était plus adapté à la personne que j'étais devenue en cours de route. Et 1 minute m'a aidé parce que, un peu comme si j'étais complètement dans le brouillard, de juste prendre le temps de faire un pas. Mmh. Et ce pas-là, c'est 1 minute, c'est juste 1 minute. Et juste, t'es là. T'es plus dans qu'est-ce que j'ai construit avant, t'es plus dans qu'est-ce que je vais construire après, t'es juste là. En fait, cette musique, ça a été un peu les phares de la voiture dans le brouillard. Ouais, Les pleins phares. ouais. Et de se dire, ok, en fait, le brouillard, il est parti pour rester si tu restes dans cette direction, peut-être qu'il est temps de bouger. Il y a un objet qui te rassure au quotidien? Alors, tu m'as posé la question avant de venir et j'avais dit aux gens que j'acceptais la dualité. Tu vas te marrer quand je vais te le sortir. Vas-y, montre. Mais j'ai une explication pour ça. Oh! Ah, tu t'attendais pas à ça. Alléluia! Tu t'attendais pas à ça. Regarde, j'ai mes petites pierres moi Je aussi sais, j'ai ici. vu. Donc là, tu viens de me Je vais la sortir sortir. une pierre. C'est une labradorite. Ouah, c'est puissant ça, hein. Mais je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui en ont une sur leur bureau. Alors, Raconte. je te raconte. Je n'y croyais pas. Mais j'étais sceptique à 3000%. Cependant, j'ai toujours eu un attrait pour certaines belles choses, un côté un peu ASMR visuel. Et je dois dire que quand je voyais des magasins de pierres, tu vois, quand je suis parti faire le half marathon des sables et que j'ai vu un magasin de pierres, j'ai passé une demi-heure dans le stand juste à passer mes doigts dans le truc. Je trouve que c'est des beaux objets et ainsi de suite. Parce que cette boutique, elle t'a appelé? Oui, Ouais. physiquement. Physiquement, elle me procurait du bien-être et ça m'a fait du bien. Mais j'y croyais pas du tout. Et au moment où j'étais vraiment dans le dur, je sais pas si toi, il y a des gens de ta communauté sur Instagram avec qui tu discutes et des gens qui étaient là depuis tes tout des débuts et avec qui tu as créé un rapport, je dirais quasiment amical alors que tu t'es jamais vu. Moi, des abonnés comme ça, je pense que je dois en avoir 4 ou 5, dont un qui s'appelle Jérôme. C'était un abonné avec qui on discutait beaucoup. Il m'a parlé de son papa, il m'a parlé de beaucoup de choses à travers de sa vie. Et à un moment donné, il a capté que j'allais pas hyper bien. C'est fou ça. Moi, j'ai des gens qui Et m'envoyaient des messages. Je sens dans tes yeux que quelque chose ne va pas. Je voulais juste être certaine que, mais en privé, tu vois. Et tu te dis, mais c'est fou. En fait, ça se ça voit se comme voit. notre nez au milieu de la figure, Exactement. quoi. Et nous, on le voit pas forcément. Ouais. Et il m'a du coup envoyé ça avec un mot. La labradorite? À l'adresse du cabinet où il me l'a envoyé. Et avec un message me disant, voilà, Grégoire, je sais pas si tu y crois ou quoi, mais moi, j'ai eu ça dans mon parcours avec mon papa, et depuis, j'ai cette pierre-là, elle me rassure. Et voilà les propriétés, tu crois ou tu crois pas, et voici comment l'entretenir. Et figure-toi que j'ai commencé à la porter, et je me suis senti apaisé. Et je n'ai pas la réponse, et encore à ce jour, je n'ai pas la réponse si je me sens... Il y a une partie, enfin si, je sais qu'il y a une partie qui m'apaise parce que je me dis, tiens, ça c'est un objet où quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie, a pensé à moi suffisamment pour aller l'acheter, pour écrire un mot, pour me l'envoyer en me disant, tiens, ça va t'aider. Et ça me redonne un peu foi dans l'humanité. Et puis, sans faire exprès, il y a certains jours où quand j'étais vraiment dans le dur, je l'avais à un moment donné laissé dans une veste. Et
Et du coup, j'avais un peu oublié que cette pierre, je l'avais sur moi. Et puis, il y avait des fois où j'étais là, où je passais vraiment des sales journées. Et puis, je me rappelle une fois où je me suis réveillé et je me dis, tiens, hier, c'était cool comme journée. Puis aujourd'hui, c'était cool. Et puis, le soir arrive et je cherche des trucs dans les poches de ma veste. La pierre Et était la là. pierre était là. Waouh. Donc, c'est pour ça que, tu vois, j'ai un grand point d'interrogation. Et ça me va de pas avoir de réponse. Mais ça me va que c'est une réponse très, très personnelle. Ça se trouve, ça aurait marché avec une girafe en plastique. Ça se trouve, ça aurait marché avec autre chose. Il s'avère que c'est une pierre. Il s'avère que cette pierre a des propriétés. Il s'avère que cette pierre, ça me crée parfois des connexions avec des gens qui y croient. Et que parfois, juste d'avoir des gens qui y croient et de voir leurs yeux qui s'animent pour des trucs qui leur font du bien, et ben, ça me va en fait. Et merci Jérôme. Et merci Jérôme. On peut la voir puisque ce Ouais. podcast existe du coup en vidéo pour tous ceux qui veulent voir cette belle labradorite. Tu connais les propriétés de la labradorite? Alors justement, apparemment, ça soigne tout. Voilà, on va résumer ça. C'est un peu la plus puissante. Tiens, ça marche un peu avec tout. Peut-être que certains d'entre vous se disent « Waouh, mais Greg qui pense autant aux études scientifiques, machin, il croit en ça. » Il y a un truc qui me fascine, c'est de me dire en vrai, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si la science n'avait pas fait autant de progrès, oui, elle a apporté beaucoup de bonnes choses, mais malheureusement, elle a apporté des choses, quand elles ont été détournées, nous ont fait beaucoup de mal. Et pour ceux qui ont vu Oppenheimer, ça parle de ça. T'as beau être le mec le plus génial de la Terre, si jamais t'as un imbécile qui prend le pouvoir sur ce que t'as créé, ça peut se détourner. Et quand je vois le monde dans lequel on vit, je pense pas qu'on manque de science. Certains en manquent grandement, mais parfois je pense qu'on manque un peu d'espoir et de croyance. Mais ça fait du bien de t'entendre dire ça. Ouais, parce que je pense pas en fait que le rôle de la science ce soit systématiquement de déconstruire les croyances qui nous fassent du bien. Waouh, très bel enseignement. On va le noter ça. J'avais très envie de te demander, ces bretelles qui te constituent un peu, est-ce que c'est une forme d'armure? À quel moment elles sont arrivées? Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi? Pour moi, aujourd'hui, elles représentent presque plus, pour le coup, une étiquette dans laquelle je m'identifie presque de moins en moins. Je te le dis à toi, mais je les ai mises au tout départ parce que quand j'allais à des mariages et que je mettais des bretelles, je me trouvais jolie dedans. Je trouve que ça m'allonge la silhouette et ça me va bien. Mais on adore ça. Et puis je m'étais dit, si jamais demain il y a 200 kinés qui se lancent aussi sur les réseaux sociaux, au moins j'aurai une marque de fabrique qui fait que je serai le kiné à bretelles. Et tu vois, j'avais du coup 32, 33 ans quand j'ai commencé 34 ans quand j'ai commencé à les mettre. Bref, j'ai perdu le compte, on s'en fout. Et aujourd'hui, j'ai tellement évolué que parfois je me sens un peu piégé dedans. Mais en même temps, c'est comme ça que les gens me reconnaissent. Et tu vois, genre, typiquement, ça m'est arrivé l'autre jour. Je suis sorti d'un tournage et je les ai jamais dans la vie de tous les jours. Je les ai que quand on tourne parce que ça fait partie de mon personnage. Et j'ai pas eu le temps de les enlever. Dans le train, je te jure, c'était stratosphérique. Mais 6 personnes sur 10 qui me reconnaissaient. Oui, déjà, sans les bretelles, on te reconnaît beaucoup pour être allé au Jardin de Luxembourg boire un thé matcha avec toi. Ouais. Alors oui, avec les bretelles, du coup, ça et du coup, je me dis, tu vois, un peu comme je comprends, tu sais, quand les gens ils voient Clark Kent avec ses lunettes et il faut pas le lien avec Superman, moi c'est pareil avec les bretelles, les gens m'en connaissent beaucoup moins. Donc tes bretelles, c'est un peu le casque des Daft Punk, quoi. Ouais. En moins efficace quand même. Parce que tu vois, les mecs des Daft Punk, quand ils enlèvent leur casque, moi je les reconnais pas. Moi j'enlève les minutes. Mais donc c'est peut-être la fin du cycle des bretelles, si je comprends bien. Je pense pas, parce que pour le coup, il y a un truc qui a pas changé, c'est que je pense que mon message est plus important que ma personne, et ma personne doit porter mon message. Et mes bretelles permettent de l'incarner. Aujourd'hui, tu vois, mon message de fond n'a pas changé. Bouger. Parce qu'en fait, quand vous bougez, vous allez sécréter tout un tas d'hormones et de cascades du bien-être dans votre cerveau dont vous n'avez même pas idée, et probablement dont je n'ai même pas idée, mais qui va vous permettre de vous reconstruire à tout âge. Même quand on a des béquilles, on a le droit de bouger et surbouger. Oui, pourtant, tu me grondais. Mais oui, parce que toi, tu bougeais sur ton foyer de fracture. Tu avais le droit de bouger les bras, tu avais le droit de bouger les jambes, tu avais le droit de bouger l'autre jambe. Toi, tu voulais bouger sur ta fracture. Non, il y a un moment donné, une fracture, pour que ça consolide, il faut la laisser au repos. Donc, le mouvement n'est pas toujours la solution. Parfois, il faut du repos et après du mouvement. Amen. La meuf qui force, mais juste encore après, des années après. Mais tu m'avais dit que... Non, Laurie.
Et mon message, il dépasse largement Greg. C'est pour ça, tu vois, que je crois que je me suis jamais autant livré sur ma vie perso que ici. Je le fais avec toi parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Merci. Avec plaisir. Mais tu vois, j'ai pas envie que ce soit un prétexte à justifier mon message. Mais en fait, tu vois, Greg, s'il a autant envie de réparer les gens, c'est parce qu'il veut réparer la relation avec son père. On s'en branle, en fait. C'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait que je suis capable de travailler très fort et ce qui va servir à des millions de personnes. Mais in fine, mon message, il est beaucoup plus important que moi-même. On a tous des Mais justifications. évidemment. Encore heureux. Et encore heureux, parce que quelque part, si tout est bien et tout va bien dans ta vie, t'as pas de raison de bouger. Et t'as pas trop de raison de vivre non plus. Alors ça, c'est une bonne question. Non, Est-ce mais- que t'as pas de raison de vivre si t'es bien et si t'es heureux? Ça, Laurie, tu peux en parler à ton psy. Moi, j'ai peur d'être heureuse, docteur. Ah bon, Laurie? Allez, allongez-vous, on va discuter un petit peu. Mais non, mais tu vois, je trouve que en fait, dans l'adversité, tout prend une dimension encore plus intense. J'ai l'impression que si la vie était un fleuve tranquille, il y aurait pas vraiment d'intérêt, genre, je sais pas, à déplacer des montagnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je genre... vois surtout que t'as pas encore fini un travail que je pensais que t'avais fini. Oh waouh! Non, mais c'est la fin de ce podcast. J'en parlerai dans le tien. On va faire ça, ok? On va s'en tenir à là. Si t'avais un enseignement, quel est le plus bel enseignement qu'on t'ait transmis, partagé? Je l'aime bien celui-là. Parfois dans la vie, tu penses que on t'a enterré, alors qu'en fait, t'as été planté. Waouh! Je l'adore. C'est de qui ça? Je sais pas, je l'ai vu passer sur des trucs de Instagram avec de la musique de motivation. D'ailleurs, très probablement que cet extrait va finir de la même manière. Ah, ça sera le titre. Hein. Et l'enseignement que tu aimerais partager? Si tu prends le temps de te comprendre, tout en acceptant de t'oublier, je pense que tu es capable de faire beaucoup plus de choses pour toi que tu ne le penses. Waouh! Merci Avec plaisir. pour tous ces enseignements, cette tranquillité. C'était hyper intéressant. J'ai adoré te redécouvrir. Il y a des choses que je ne connaissais pas de toi, donc comme quoi la magie et la force de ces micros font que parfois... De cette cave. Et de cette cave merveilleusement bien décorée. Merci Greg pour Avec ta plaisir, confiance. C'était un bonheur et j'espère que chacun y trouvera les réponses qu'il J'espère. souhaite. Avec-